Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence sur la logistique est une science. Merci de venir prendre votre petit déjeuner avec nous ce matin. Donc oui, la logistique est une science. J'aurais dû ajouter un point d'exclamation pour bien appuyer, pour bien enfoncer le clou sur cette discipline qui, on ne le sait pas toujours, mais qui est complexe et surtout passionnante. Parce que acheminer une certaine quantité de marchandises d'un point à un autre est déjà une science. Aujourd'hui, en plus, on parle d'intelligence artificielle, de blockchain, de jumeaux numériques. Alors, bon, c'est peut-être parce que moi, je ne comprends pas tout, mais je me demande si des fois, on ne va pas un peu trop loin, un peu trop vite. Est-ce que ces technologies ne seraient pas finalement que des promesses ? Donc, j'ai la chance d'avoir des personnes qui vont pouvoir répondre à mes questions sur scène. Benjamin de Buttet, cofondateur de DC Brain. Mohamed Lamine Longou, responsable du pôle conseil supply chain d'Eurodécision. Et Éric Ballot, professeur aux Mines de Paris, enseignant, chercheur et directeur adjoint d'un laboratoire scientifique. Vous dirigez également la chaire d'Internet physique et vous êtes enseignant à l'Université de Hong Kong. Donc merci d'avoir trouvé le temps de venir ce matin. Bonjour à tous. Alors déjà, on va commencer tout bêtement. Intelligence artificielle, blockchain, jumeaux numériques. De quoi parle-t-on et quelles sont les promesses? À quoi ça sert? J'ai envie de commencer par vous, Benjamin de Buttet. Merci, bonjour à tous. Alors rapidement, moi, je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle DC Brain. On est éditeur de logiciels et on permet de faire on fait de l'optimisation dynamique dans la supply chain pour des transporteurs ou pour des intralogisticiens. Pour revenir à votre constat de départ, c'est qu'effectivement, tout le monde parle de cette technologie depuis assez longtemps. Il y a un effet un peu buzz, il y a un effet parfois un peu bullshit d'ailleurs. Quand on parle d'IA, big data, ça fait longtemps qu'on en parle. En fait, tout le sujet aujourd'hui, c'est comment concrétiser ces technologies, comment les mettre aux mains des utilisateurs. Très rapidement, nous chez DC Brain, on travaille surtout sur les jumeaux numériques et sur l'intelligence artificielle. Donc l'idée d'un jumeau numérique, ça va être de créer un espace de simulation qui va ressembler le plus possible à une infrastructure réelle sur lequel on va pouvoir faire de la simulation très rapidement. Et l'intelligence artificielle, elle vient en surcouche de ça pour pouvoir optimiser dynamiquement un réseau, par exemple. Alors, de manière très concrète, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de la supply chain, dans le monde du transport? Ce que ça veut dire, c'est par exemple, historiquement, dans le monde du transport, on optimisait les choses à la maille, ce qu'on appelle stratégique, c'est-à-dire 1 an et plus. On avait un grand réseau de transport en fonction des prévisionnels, en fonction des capacités de transport, en fonction des contraintes réglementaires, de coûts, etc. On va aller essayer de trouver l'ensemble des chemins qui nous permettent d'optimiser un coût, par exemple. L'idée de cette technologie, c'est de se dire on va passer de l'optimisation stratégique à l'optimisation tactique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'optimiser au mois le mois, voire au jour le jour ou à la semaine. Comment on fait ça? En intégrant plus de données, en prenant en compte l'ensemble des retours terrain, on va pouvoir trouver des façons d'optimiser les réseaux. C'est ça que ça permet, cette technologie, c'est au final d'être plus précis, plus fin, plus réactif et d'être vraiment dans un pas de temps qui est beaucoup plus fin qu'avant. Et de répondre à l'accélération des flux, à la complexité des flux. Bien sûr, ouais, aujourd'hui, on l'a bien vu, j'ai l'impression qu'on vit une crise décennale tous les ans, mais entre Covid, la guerre en Ukraine, etc. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde. Il faut pouvoir anticiper, être beaucoup plus réactif, évidemment anticiper de manière plus fine, être beaucoup plus réactif, être beaucoup plus agile dans des supply chains qui sont mondiales et donc très complexes, avec de plus en plus de parties prenantes, avec de plus en plus de réglementations. Et donc tout ça est de manière encore une fois très concrète. Aujourd'hui, les planificateurs, auparavant, ils planifiaient, par exemple, un planificateur dans un réseau de transport, il planifiait un peu à la main, un peu avec son fichier Excel, un peu par expérience, etc. Aujourd'hui, ça devient très compliqué pour lui de le faire et c'est là où il y a des gains. D'accord. Mohamed, chez Eurodécision, vous confirmez ces promesses faites par ces technologies? Oui, Eurodécision, nous, on est une société spécialisée en maths appliquées et en intelligence artificielle. Nous existons depuis 30 ans. Donc, on est fan d'intelligence artificielle et d'optimisation. Et on sait le potentiel de ces technos-là et ces méthodes-là lorsqu'elles sont bien utilisées. Il faut juste bien signaler que
l'intelligence artificielle, la recherche opérationnelle, le big data, tout ce qu'on veut, ce ne sont pas des solutions, ce sont des outils et des technos qu'il faut utiliser de manière intelligente pour faire de l'aide à la décision. Donc on ne va pas nous prendre des décisions à la place des personnes, des décideurs ou des utilisateurs. Il faut bien garder ça en tête. Une fois qu'on a ça et qu'on identifie un vrai besoin, donc on sait où on veut aller, hein, donc ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va réduire mes coûts, il faut vraiment bien identifier un besoin. Si on a ça, là on peut sereinement commencer vraiment un projet d'optimisation. Et là, nous, par expérience, hein, on sait que ces méthodes-là vont permettre de faire des calculs que l'être humain ne pourra pas faire, de trouver des corrélations entre des éléments que l'on ne pourra pas voir. Mais encore une fois, quelle que soit la solution d'un outil d'optimisation ou d'IA, si cette solution-là ne se vérifie pas par une simple règle de 3 parfois, ou juste par du bon sens, ça veut dire qu'il y a peut-être un souci. Eric, peut-être un complément? Oui, alors en fait, vous parlez de... Beaucoup de mots ont été dits. Vous parlez de science, vous parlez de technologie, vous parlez de discipline. Alors moi, enfin, en tant qu'académique, je dirais, nous, on ne vend rien. À part, en fait, la science, c'est quoi? C'est de l'accumulation de connaissances avec méthode, avec rigueur. Est-ce que, donc pour reprendre votre point d'interrogation, ou d'exclamation, est-ce que la logistique est une science ou... Eh bien, en fait, oui, on peut accumuler de la connaissance sur la logistique, ça c'est certain, et on en accumule de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de données. Mais données, connaissances, ce n'est pas exactement la même chose. Il faut réussir à donner du sens à ces données, ce qui n'est pas facile toujours. Et ça fait appel à différentes disciplines. Et alors, on parle là beaucoup en fait, de mathématiques appliquées. Donc, il y a l'optimisation, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il y a la science des données qui existe bien avant l'intelligence artificielle, les statistiques, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont connues depuis longtemps, mais qui progressent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est capable d'avoir plus de données aujourd'hui. Et ça aide aussi, ça transforme parce que les chaînes logistiques sont plus grandes et les changements sont importants. Et donc, en fait, la manière de connaître les chaînes logistiques et d'adapter les décisions change. Hein, et en fait, le temps, je connais bien l'aide à la décision. Et en fait, il faut toujours confronter ça aussi à la performance des humains. Et en fait, dans des univers stables, les humains peuvent être extrêmement performants. Par contre, quand tout change, d'avoir une méthode, d'avoir des outils, là aussi, ça peut faire la différence. Parce que pour un outil, le changement, c'est transparent, puisqu'en fait, c'est simplement un nouveau jeu de données. Et donc, ça peut aider, dans ces cas-là, effectivement, à rebondir sur des changements de situation, etc. Mais donc, on peut faire de la science sur la logistique sans aucun problème. Et juste pour élargir un tout petit peu, cette science sur la logistique, ce n'est pas forcément que des maths appliquées. C'est aussi toutes les sciences de gestion. Parce que la décision, ce n'est pas simplement quelque chose un résultat mathématique. C'est aussi un processus cognitif, c'est aussi un processus organisationnel. Il ne faut pas oublier ces dimensions-là qui sont extrêmement importantes dans la logistique. Alors, on a commencé à l'évoquer, mais quelles sont les conditions à réunir, les contraintes qu'il faut affronter pour que ces promesses, ces technologies, ces sciences différentes puissent être bénéfiques à l'entreprise? Est-ce qu'il y a ces conditions à réunir au départ, Benjamin? Oui, je me permets juste de rebondir sur ce que vient de dire Eric, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la supply chain, sans faire de mauvais jeux de mots politiques, le changement, c'est tout le temps, et c'est maintenant, et c'est tout le temps, malheureusement. Et du coup, entre guillemets, l'humain ne suffit pas pour intégrer toutes les nouvelles contraintes, les nouveaux aléas, le niveau d'incertitude. C'est assez compliqué à faire. Et du coup, effectivement, ces outils, ces nouvelles technologies, elles viennent en support de ces humains pour les aider. Alors évidemment, il y a des facteurs clés de succès, ça ne marche pas tout le temps. Globalement, sur les nouvelles technologies, il y a un chiffre assez courant qui dit que, par exemple, 50% des pilotes des tests ne fonctionnent pas. Des tests de nouvelles technologies type Big Data, IA, etc. ne fonctionnent pas. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Le premier sujet, c'est la donnée. La donnée doit être fiable.
Mais surtout, il faut savoir la traiter. La donnée, en fait, doit être fiable, mais elle ne sera jamais parfaitement fiable. Ça, c'est un vrai sujet. C'est que la donnée, il y aura toujours des problèmes de données, il y aura toujours des problèmes de sémantique, il y aura toujours de manière assez classique, un point qui remplace une virgule. Enfin, c'est assez bête et méchant, mais quand on traite de la big data, c'est problématique. Donc, la donnée ne sera jamais parfaitement fiable. Et donc, il faut avoir, au-delà d'avoir de la donnée fiable, il faut avoir un processus qui permet d'identifier quelles données je peux utiliser à l'instant T, quelles données je ne peux pas utiliser pour baser une décision qui est pérenne, qui est robuste, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je pense, la compréhension, l'intégration humaine que ces technologies ne sont pas magiques. En fait, c'est pas on lance de l'IA, puis bim, ça marche. Non, déjà, ça peut pas être utilisé sur tous les cas de figure. Il faut définir les besoins, définir les cas d'usage, définir les gains escomptés, et puis y aller pas à pas. En fait, c'est pas si simple que ça, malheureusement. Et puis le troisième aspect qui est un peu en lien, c'est l'aspect humain. Aujourd'hui, nous, typiquement, on travaille avec des planificateurs. Donc, notre outil, c'est un outil d'aide à la décision pour les planificateurs. Eh ben, il faut les embarquer. Il faut les intégrer, il faut leur expliquer la technologie, il faut expliquer ce qu'on fait, parce que sinon, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc il faut prendre en compte quand même ce temps d'audit, d'accompagnement, etc. Mohamed, c'est quelque chose que vous confirmez? Oui. La toute première chose, c'est un peu ce qui a été dit. La toute première chose, c'est d'être bien sûr et bien d'accord que un projet d'IA, ça va être de l'aide à la décision, ça ne sera pas une solution. Donc ça, il faut que tout le monde soit bien d'accord en entreprise. Deuxième chose, c'est qu'on ait bien identifié un besoin. Ça ne sert à rien d'aller, on va dire, cruncher de la data alors qu'on ne sait pas ce qu'on veut en faire. Une fois que ça, c'est bien clair, là, après, on peut parler des prérequis. Donc effectivement, garbage in, garbage out. Un modèle peut être, a l'air d'être très, très intelligent, mais en réalité, si les données en entrée ne sont pas bonnes, les résultats ne sont pas bons et du coup, ça vous donne de mauvaises d'aide à la décision. Donc, maîtriser la donnée, c'est la chose la plus importante. On dit maîtriser la donnée, donc ça veut dire pouvoir la récupérer assez facilement, pouvoir récupérer plusieurs données de sources différentes. Donc, une fois qu'on maîtrise les données, l'étape d'après, avant de faire des projets d'IA, c'est déjà ce qu'on appelle la BI. Qu'est-ce qu'on peut savoir, ce que disent nos données, au moins, ce qu'on peut les étudier, faire des indicateurs. À partir de là, si on maîtrise ça, on pourra faire de la prévision, donc essayer d'imaginer qu'est-ce qui va se passer demain. Et c'est après, on pourra faire de l'aide à la décision. Donc une fois que l'on sait ce qui va se passer demain, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont le panel de décisions qu'on peut avoir? Très bien. Eric, vous vouliez compléter ou pas? Oui, non, mais beaucoup de choses ont été dites. Simplement, effectivement, la première chose, c'est toute la difficulté, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont poussées. Des nouvelles technologies, des promesses, etc. Ce qui est le plus important pour une entreprise, c'est de savoir quel est le problème à résoudre et d'être capable de le formuler. Et là, en fait, les outils n'aident pas. Je dirais qu'au contraire, c'est plutôt... ça rajoute des tas de concepts dans toutes les sens. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est d'arriver à faire un diagnostic et à poser la question correctement. Et donc, derrière, à savoir si la question qu'on pose... elle relève plutôt d'une optimisation classique, type recherche opérationnelle. Est-ce que la question qu'on pose, en fait, la dimension la plus structurante, c'est l'aléa? Est-ce que la question qu'on pose, donc, est-ce que c'est combinatoire? Est-ce que c'est aléatoire? Est-ce que ce que l'on cherche, c'est de la classification, du prédictif? Et donc, suivant, je dirais, la nature prépondérante du problème qu'on va chercher à adresser, à ce moment-là, on va pouvoir se dire quels sont les approches qui sont les mieux à même de traiter ces questions-là. Voire même, et il y en a un certain nombre aujourd'hui, l'aléa on sait faire, mais l'incertain, l'inconnu, c'est autre chose. Et l'inconnu qui appelle à l'innovation, on ne va pas forcément trouver la réponse dans des méthodes de type RO classique pour lesquelles, en fait, il faut complètement poser le problème. Et donc, on passe dans autre chose. Donc, il faut être certain de la question qu'on cherche à adresser avant d'aller chercher des solutions. Parce que prendre le problème à l'autre sens, tout le monde connaît ça, hein, classiquement, c'est soit taper sur une vis avec un marteau, soit chercher sous un lampadaire ses clés. Enfin, tout ça, ce sont des lieux communs.
mais c'est tentant. Et je reviens. Et donc, c'est un biais cognitif bien connu. En fait, pour bien faire les choses, il faut se souvenir de quand on avait 4-5 ans et de se demander pourquoi. Et à chaque réponse, je dirais pourquoi et pourquoi. Et on finira par obtenir la solution. Alors moi, j'avais une autre question, c'était est-ce que tout le monde peut y accéder? Parce qu'on parle de... Alors, il y a différentes choses, hein, mais notamment en ce qui concerne l'intelligence numérique, ça prend du temps et j'imagine que ça coûte aussi. Donc, est-ce que tout type d'entreprise peut accéder à ces technos? Alors je m'adresse, voilà, en fait je refais dans le... Juste avant de répondre à cette question, je répondais sur l'intervention qui vient d'être faite. Effectivement, longtemps, il y a pas mal d'entreprises qui ont fait du techno-push, c'est-à-dire qu'ils avaient une technologie, puis ils l'envoyaient sur des sujets qui étaient mal définis. Et c'est ça qui explique en partie le faible taux de réalisation de succès des pilotes dans la big data. C'est ce biais-là, quoi. Pour revenir à votre question sur qui peut l'utiliser, déjà aujourd'hui tout le monde utilise de l'intelligence artificielle, toutes les entreprises, tout le monde. Quand on écrit un mail sur Gmail et que le mail est complété, la phrase est complétée, c'est de l'IA. Donc c'est déjà une techno qui est dans nos vies de tous les jours. Ça c'est le premier point. Maintenant, c'est vrai que plus on va dans des niveaux de complexité, moins c'est accessible, évidemment. Typiquement, nous, notre cas concret, c'est qu'aujourd'hui, nous, on adresse plutôt des grands transporteurs, des grands intralogiciens qui ont une masse critique, qui peuvent surtout investir des sommes qui sont quand même importantes, avec un espoir de ROI, parce qu'il y a quand même un enjeu financier. Néanmoins, tout notre sujet aujourd'hui chez DC Brain, c'est comment est-ce qu'on peut démocratiser l'intelligence artificielle appliquée au monde de la supply chain. Aujourd'hui, on adresse des clients de plus en plus petits, avec un outil de plus en plus packagé. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est que surtout en France, il faut faire comprendre aux gens que oui, tout le monde est unique, mais il y a quand même des dénominateurs communs. Et donc c'est ça le sujet, c'est comment est-ce qu'on va créer l'outil le plus packagé pour adresser le plus grand nombre. C'est vraiment la théorie un peu du SaaS, quoi. C'est le même outil pour tous et on limite les développements spécifiques pour justement adresser tout le monde. Et ça répond quand même aux besoins, le fait de ne pas faire du sur-mesure, parce que Bien sûr. Ouais. Bon, tout le monde est unique, mais tout le monde est un peu pareil. Donc en fait, un planificateur qui travaille pour un très grand réseau ou un plus petit réseau, effectivement, le très grand réseau a un niveau de complexité qui est plus important, forcément. Donc c'est vraiment là plutôt de la combinatoire qui est plus importante. En revanche, le besoin en lui-même de dire j'ai un nouvel aléa, j'ai une incertitude, j'ai une inconnue, comment je l'intègre dans mon réseau, quels sont les impacts et comment je reprends ce réseau, comment je le réorganise, c'est le même besoin pour tous. La techno, en tout cas les capacités de calcul derrière sont différentes. En revanche, le besoin est le même, le besoin métier. Et du coup, le ROI, il est c'est quelle durée? En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, alors évidemment, les humains sont déjà très performants et on a un outil d'aide à la décision. Le chiffre qui est communément admis, c'est qu'on peut aller chercher entre 5 et 10% de gains opérationnels en utilisant ce type de techno. Nous, on l'a prouvé. Donc c'est assez important. C'est assez important parce qu'évidemment, ça a un impact financier non négligeable. Ça a aussi un impact, quand on parle d'optimisation dans les réseaux de transport, ça a un impact environnemental, puisque c'est 5 et 10% de kilomètres en moins, donc 5 et 10% d'émissions de CO2 en moins. Donc c'est pas du tout négligeable et c'est quelque chose qui aujourd'hui, attire beaucoup de monde forcément. Mohamed, toutes les entreprises qui ont besoin de ces technologies peuvent y avoir accès ou il y a une taille critique à avoir? Alors, le carburant de tout ce qu'on appelle les modèles de data science, ça va être la data. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, il y a 10 ans, je me souvenais, nos clients n'avaient pas autant de données. Là maintenant, que ce soit de grands groupes ou de petites entreprises, tout le monde capte de la data. Donc la data est là. Si la data est là, ça veut dire qu'il y a potentiellement de la valeur à en tirer. Maintenant, ça dépend de ce qu'on veut. Il y a parfois des grands groupes qui vont eux-mêmes recruter des data scientists parce qu'ils ont beaucoup de problématiques et ils peuvent leur faire pas mal de choses. Des entreprises un peu plus petites,
peut-être ne vont pas vouloir recruter un profil de data scientist parce que c'est quelqu'un qui va être très très technique, ou il faut plutôt recruter quelqu'un du métier et le former un petit peu. Donc c'est un peu notre rôle, nous, des cabinets un peu de conseil, d'essayer un peu d'aider des clients qui veulent un petit peu monter en compétences dans ce type de techno. Donc ça peut être soit avec des outils, donc là le client va utiliser un outil qui va être un outil métier, hein, mais qui en backstage va utiliser des modèles d'optimisation, ou bien sous forme de conseil. Mais ce qui est sûr, c'est que pour résoudre une problématique, nous, le jargon qu'on utilise en interne chez Eurodécision, c'est de la cuisine algorithmique. Donc on ne va pas résoudre un problème avec une techno, ça va être... il va y avoir des règles, il va y avoir des règles de 3, il va y avoir peut-être de l'optimisation, des prévisions, des modèles de machine learning. Donc on va dire tout l'enjeu est de trouver un peu les bons dosages pour bien répondre à un besoin précis. Eric, quand on en avait parlé, il y avait cet exemple où justement il ne fallait pas viser la technologie et que parfois, quand on se pose le bon pourquoi, finalement on passe par un autre biais pour résoudre le problème. Oui, alors de toute façon, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut accéder à cette techno? Il y a différentes réponses. Est-ce qu'on peut se le payer? Si on peut se le payer, on est dans un monde libre, donc si on veut se le payer, on se le paye. Est-ce que ça va être utile? Ça, c'est une question que déjà... est-ce que ça va transformer l'organisation? Sans doute. Est-ce que ça va la transformer en mieux? Ça, c'est encore une autre question qu'il faut se poser et sur laquelle il faut réfléchir. C'est-à-dire, et là, évidemment, il y a tout un chemin à parcourir. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se dire vers quoi on veut aller. Ça, on dit, voilà, peut-être des logiciels d'optimisation, ça peut faire gagner 5 à 10%, très bien. Sauf qu'on sait que si on veut réfléchir, Fit for 55, réduction des émissions, etc., ce n'est pas 5% qu'il faut gagner, ce n'est pas 10%. C'est arriver dans un certain horizon à diminuer de 80-90%, puisque les volumes changent en parallèle. Et donc, pour arriver à ça, c'est sans doute pas qu'une optimisation. Il va falloir aller chercher, et c'est sans doute pas que l'électrification. Donc il va falloir aller chercher d'autres raisonnements, aller innover. Et ça, évidemment, ça va être la limite, puisque ces outils-là sont très bien pour en fait automatiser en quelque sorte des raisonnements. Alors de manière plus ou moins, et ça on pourrait revenir juste après, plus ou moins explicite. Et je pense que c'est une grande différence entre des méthodes qui existaient il y a quelques années, que l'on peut complètement décortiquer, expliquer et donc maîtriser dans l'entreprise. Avec une formation adéquate, bien évidemment, mais en tous les cas, si on prend l'exemple traditionnel de l'optimisation, de l'analyse de données, c'est des raisonnements qu'on peut décomposer pas à pas, et donc on peut parfaitement comprendre la manière dont ça marche. Et ça, c'est quand même extrêmement important, puisque quand il y a un résultat qui sort, il faut être capable de se l'approprier. Avec l'IA, on a quand même basculé. On a quand même basculé puisque, en fait, on a des raisonnements qui ne sont plus explicites. Puisque, suivant les technologies, on va venir ajuster des poids dans des immenses matrices. Et en fait, pour arriver à coller, trouver la meilleure adéquation, la meilleure réponse, typiquement les réseaux neuronaux, des choses comme ça. Et là, ma foi, la réponse qui sort, on ne sait pas dire pourquoi elle sort. Et ça, c'est quand même c'est un peu technique, hein, je suis désolé, mais peut-être que pour certains, l'algorithme d'optimisation, ça a fait le même effet. Mais même aujourd'hui, pour un scientifique, on est capable de travailler sur l'IA, mais on n'est pas capable de redécortiquer complètement. Et donc ça, c'est quand même, il y a une sorte de pas en avant qui est un petit peu nouveau et qu'on n'avait pas forcément avant et qui reste avec toutes les dimensions qu'il faut que ça s'insère dans une organisation, que les gens du métier s'y retrouvent. Et je pense qu'on va revenir là-dessus juste après. Alors déjà, oui, je voulais savoir s'il y avait des exemples chez DC Brain comme chez Eurodécision de projets qui ne se sont pas faits, qui ont échoué. Et alors sans donner de nom évidemment, mais en tout cas de savoir pourquoi ça a échoué, selon vous, Benjamin. On n'échappe pas à la norme. Oui, on a eu des pilotes qui ont pas fonctionné.
il y a eu un effet techno. Enfin, pour revenir un peu sur l'historique de DC Brain, nous on a créé DC Brain en 2015 et 2015 c'était un peu la vague de la startup washing. Donc il y a eu un effet techno push washing qui était tout le monde avait son data lab, tout le monde voulait travailler avec des startups, surtout les grands groupes français cumuler, empiler les startups et donc en fait on nous jetait sur un cas d'usage qui était mal défini, avec pas de data, avec peu d'envie, peu d'ambition. Et puis on était un peu tout seul et ça fonctionnait pas très bien. Ça c'est le premier biais, effectivement, hein, pas de cas d'usage clairement défini, pas d'ambition autour d'une technologie, au-delà d'une techno, d'un outil, pas de stratégie long terme d'intégrer ces technologies dans l'entreprise. Donc il y a eu cet effet-là. Bon, ça c'est un peu fini. Ça maintenant les gens se sont dit, tout le monde a un peu pris sa paume et puis maintenant les grands groupes ont complètement redéfini leur politique d'innovation externe et donc c'est beaucoup plus carré. En revanche, il y a toujours des biais qui restent, les problèmes de la donnée qui continuent à être un sujet. Et puis le sujet je trouve que le plus dur, c'est le change management, hein, on venait de l'évoquer, hein, sur comment faire basculer des personnes qui utilisaient un tableau blanc et un fichier Excel à une technologie. Enfin, on fait vraiment un saut technologique. Hein, et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est comment intégrer ces gens-là dans le processus de déploiement. Donc, on parle beaucoup de méthode agile, par exemple, où on va mettre l'utilisateur au cœur du déploiement, parce que c'est ça qu'il faut faire, sinon ça ne marche pas. Il faut un accompagnement. Ce n'est pas une brique qu'on pose et on la laisse vivre. Il faut l'accompagnement des équipes. Tout à fait. Ouais. Mohamed, des exemples de projets qui ont échoué? Oui, j'ai un petit exemple. Je rebondis rapidement sur ce qu'a dit Eric parce que c'est très important. Le fait de ne pas pouvoir comprendre pourquoi un outil donne une solution explique qu'on ne prenne pas de décision. Et actuellement, il y a des boîtes qui sont spécialisées dans l'explicabilité des modèles d'IA pour vraiment essayer d'expliquer pourquoi il dit de faire ça. Donc c'est une science qui grandit. Juste rapidement sur un exemple, je vais rester un peu sur le métier, je ne veux pas trop parler de DIA, mais c'est un exemple typique de projet d'un outil de replanification en temps réel, hein, donc ça c'est un peu l'objet de l'outil, et qui, je pense, la décision de prendre cet outil a été faite un peu dans ce que j'appelle les hautes sphères, donc dans les bureaux. Donc on a dit on va mettre en place un outil qui va nous permettre de gagner en productivité. Et en fait, le métier, donc les utilisateurs finaux de cet outil n'ont pas été intégrés ou embarqués dès le début du projet. Et à un moment donné, on a commencé, nous, à demander où sont les utilisateurs et ils voulaient garder un peu, on ne va pas dire un effet surprise, mais un effet, voilà, vous avez un nouvel outil qui va vous permettre de gagner en productivité. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un blocage, on n'a pas d'adhésion. Et ce qui s'est passé, donc, on a réussi à terminer le projet, à continuer le projet, mais l'outil pensé initialement a été remodelé justement pour prendre en compte les utilisateurs du terrain. Et on s'est rendu compte que finalement, on avait modélisé, on était parti sur des branches de modélisation où on avait totalement faux parce que les utilisateurs de tous les jours, eux, ont des petites techniques qu'on ne pourra pas modéliser par des contraintes ou autres. Et il faut leur donner un peu la main pour pouvoir un peu forcer une solution manuellement quand un outil donne une solution totalement automatique. Donc ça rejoint l'accompagnement en fait au changement. Ouais. Eric? Et, en fait, ça doit poser aussi quelques questions sur où on va en termes de connaissances et de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vont piloter par exemple des installations, des locotracteurs dans des terminaux ferroviaires, avec des choses qui sont extrêmement compliquées par ailleurs. Aujourd'hui, ces gens-là ont une compétence. Cette compétence s'est construite avec les opérations et avec les outils dont ils disposaient. Donc, ils ont construit une représentation de leur métier qui leur a permis de le conduire. Demain, si on installe des outils qui vont venir en complément ou en substitution de ce qui est réalisé par ce que nous réalisons, on va dire, ça vient aussi changer, où on recrute des gens avec des nouvelles compétences, ça vient changer l'acquisition du savoir et des compétences sur les métiers. Et donc ça pose aussi une vraie question sur, et notamment quand on importe ou qu'on incorpore des logiciels qui sont
ou des installations comportant du soft qui sont, je dirais, comme des implants en quelque sorte dans les entreprises, parce que l'IA, l'algo, ça peut venir soit d'un logiciel qu'on va installer, qu'on va faire tourner dans un bureau, mais ça peut aussi être une part de nos installations qui est complètement remplacée par une solution qui est, on va dire, cyberphysique, au sens où ça incorpore autant des algorithmes que des outils de production. Et quand on fait ça, c'est aussi des pans complets de savoir-faire qui changent, avec des savoir-faire qui en fait bougent, qui sont pour certains au départ qui étaient dans l'industrie et qui vont se retrouver dans d'autres entreprises, qui vont acquérir un savoir-faire sur le domaine différent, mais sur le type d'opération. Donc si aujourd'hui vous avez une installation complètement automatisée et qu'elle est opérée par, même des fois par un tiers, hein, c'est-à-dire en fait vous l'avez comme un service, eh bien en fait toute l'amélioration de la performance, etc., c'est quelque chose que vous ne voyez plus en direct, parce qu'en fait ça passe à travers l'outil qui est mis en place. Et donc il faut aussi avoir toujours cette réflexion en termes d'entreprise de où sont les compétences un peu clés que l'on souhaite garder, et est-ce qu'on souhaite garder la maîtrise. Et garder la maîtrise, c'est peut-être aussi soit investir dans la R&D en interne, soit trouver le moyen de maintenir des compétences sur ces sujets-là pour être capable aussi de les remettre en cause au moment voulu. Et sans forcément s'éloigner de son cœur de métier. Parce que ce sont des compétences supplémentaires. Ça dépend de ce que l'on fait. C'est-à-dire que peut-être que pour Airbus, la manutention d'une pièce, c'est peut-être pas le cœur de sa compétence. Mais si on va dans d'autres entreprises, c'est un peu plus central. Alors, je posais la question en introduction, est-ce qu'on ne va pas trop vite? Est-ce que ces technologies sont suffisamment matures pour être utilisées aujourd'hui? Alors je crois qu'on a un peu la réponse. De toute façon, c'est quelque chose qui ne sera jamais abouti. Si je comprends bien, il y a une amélioration, des améliorations à faire tous les jours. On s'ajuste aux besoins, les besoins changent, donc forcément ce sont des technologies qui évoluent. Oui, évidemment, c'est un champ qui est extrêmement mouvant, ça continue et ça va continuer à évoluer de manière assez constante au final. Et c'est ça toute la difficulté pour les entreprises en fait. Est-ce qu'elles internalisent des compétences qui leur permettent de suivre ces technologies, de les intégrer et de les industrialiser, parce que c'est bien beau d'avoir des chercheurs mais en interne. Mais derrière, il faut quand même faire quelque chose de cette technologie, de cette science qui est créée. Il faut avoir des informaticiens, il faut avoir des gens qui font de la maintenance informatique, etc. Donc ça, c'est le choix un peu dans le make versus buy, c'est le choix du make, qui est un choix assez classique des grandes entreprises françaises, plutôt d'obédience publique, on va dire. Et puis, il y a le choix du buy, c'est-à-dire on va aller acheter une solution en externe et cette solution sera mutualisée au final avec plein de clients. Et comme elle sera mutualisée, en fait, les coûts d'investissement, évidemment, seront répartis. Et du coup, c'est une solution qui va permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement. Ça, c'est fondamentalement la philosophie du SaaS, de l'éditeur de logiciels SaaS. C'est ça, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les entreprises viennent au SaaS, parce que dans un monde où la technologie est de plus en plus complexe à maîtriser, où les ressources sont de plus en plus chères, parce qu'il y a un sujet, hein, un data scientist, ça coûte quand même assez cher, et donc des compétences qu'on ne maîtrise pas, des technologies qu'on a du mal à maîtriser, des développements informatiques qui sont de plus en plus coûteux, la maintenance informatique. Au final, un certain nombre d'entreprises font le choix du SaaS parce que ça permet de suivre ces technologies au final, tout simplement. Je posais la question de la maturité des technologies, mais on peut aussi se poser la question de la maturité des utilisateurs. Alors, ce que vous ne savez pas dans la salle, c'est que normalement, il devait y avoir un témoignage d'utilisateur, mais la personne a le Covid. Donc, voilà, c'est très étrange et surprenant, mais voilà, le Covid. Donc, on n'aura pas le témoignage de l'utilisateur, mais peut-être que vous, dans vos contacts, est-ce que vous pensez que les entreprises de la logistique, de la supply chain, sont suffisamment mûres pour intégrer ces nouvelles technologies? Je pense que oui. Hein. Là, quand on est dans ce salon, quand on voit les prestataires logistiques qui sont là, ils ont tous des bureaux d'études, ils ont tous des cellules de design. Généralement, les prestataires logistiques aiment bien faire eux-mêmes, font très peu appel à du conseil. Donc, ils ont des compétences en interne. Ils les développent petit à petit.
faut pas oublier aussi, il y a aussi aujourd'hui l'open source qui permet de faire beaucoup de choses. Donc, si la personne est plus ou moins curieuse, donc on peut faire pas mal de choses avec l'open source. Et de toute manière, je pense qu'on sera obligé, enfin nos clients, hein, je pense qu'ils seront obligés petit à petit à pas forcément intégrer tout de suite des data scientists qui n'ont fait que ça, mais petit à petit faire intégrer cette culture un peu dans l'entreprise. Et le top du top, ça serait d'avoir vraiment des gens du métier, hein, qui ont un peu une appétence à l'informatique, à la data science, qui se forment petit à petit. Donc ça, c'est pour les compétences en interne. Après, parfois, il y a des besoins qui sont très, très spécifiques, dont la fréquence de besoin n'est pas journalière, pour des études, par exemple, stratégiques, ou pour des outils qui vont requérir beaucoup de savoir-faire en optimisation ou en intelligence artificielle, où là, toujours une fois, quand on se pose dans une salle et qu'on réfléchit bien à la problématique, à essayer de formuler notre problématique, bah, en fait, on va avoir des réponses à pas mal de questions. Et c'est là où on va se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'embauche quelqu'un pour cette problématique-là, alors que je peux faire via un cabinet, de manière beaucoup plus simple, un outil pérenne, on va dire. Benjamin, vous avez une autre fonction que celle que vous occupez au sein de DC Brain. Vous êtes responsable du groupe de travail intelligence artificielle au sein de France Supply Chain. Donc j'imagine que vous êtes souvent confronté aux utilisateurs et à leurs questions. Juste une petite précision, c'est mon associé qui est responsable. Enfin, je travaille avec lui. C'est DC Brain qui est au sein de cette chaire-là. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est une chaire, mais bon, pour autant, DC Brain, collectivement, on est assez impliqué dans le monde associatif lié à l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qui est assez marrant, enfin, c'est assez normal aussi, c'est que tout le monde a les mêmes problématiques, tout le monde a les mêmes sujets. Il y a une déception aussi qui est un peu généralisée. Je reviens sur le taux de succès de ces pilotes qui malheureusement est trop faible. Donc il y a une, si on suit la hype cycle de Gartner, en fait, il y a eu une hype de la big data au sens large. On va dire entre 2010 et 2015, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et puis là, on est un peu dans la fin de la vallée de la mort. Donc les projets industrialisables commencent à émerger, donc et commencent à fonctionner avec des ROI. Et donc on revient dans une forme d'enthousiasme autour de cette technologie, mais en prenant en compte effectivement tous les points qu'on a dit, les compétences, l'ambition, au-delà de la techno, voire un outil, la donnée évidemment qui est au cœur de tous ces sujets. Et puis moi je trouve que c'est assez réjouissant parce que ça avance vraiment. Je trouve qu'en 2015 il y avait des échanges qui portaient trop sur la techno, en fait. C'était un peu du débat d'initiés. Maintenant, on est vraiment passé dans du débat sur la valeur, sur les cas d'usage. Et je pense que ça montre qu'il y a un niveau de maturité qui est atteint et que, quelque part, les acteurs sont prêts à intégrer ces technos et ces outils. Très bien. Eric, vous vouliez compléter ? Oui, non, mais juste une chose, parce que on dit toujours que c'est nouveau. En fait, ce n'est pas nouveau du tout. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ma carrière, l'IA, c'était connu. Et en fait, j'ai pas 20 ans. Donc en fait, on parle, et c'est là aussi il faut un petit peu s'interroger. On parle de techno, enfin pas de techno, on parle justement de science, de discipline, de choses qui ont été mises au point pour certaines dans les années 60. 60, 70, 80. Alors évidemment, à l'époque, quand les concepts ont été posés, quand les théories ont été définies, la puissance de calcul faisait que, la puissance de stockage, etc., faisait que leur potentiel était limité. Et le marketing aussi ? La science et le marketing, il faut faire aussi un peu de marketing en science, mais en tous les cas, parce que les théories par elles-mêmes, c'est un peu plus dur à marketer. Je vous invite à lire les textes, hein. Ils sont disponibles, mais ça demande un investissement. Et je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire qu'avant de se ruer sur quelque chose, si vous vous intéressez à l'IA, il y a des textes. Alors, pas de la littérature, hein, des gens qui ont véritablement posé des théories, posé des concepts, et c'est intéressant de les comprendre pour savoir ce qu'on veut en faire. Après, pour revenir sur la question de départ, la logistique est une science, en fait, tout ça, c'est de l'aide à la décision. Et ça s'applique à plein de choses, et pas que à la logistique. Et il ne faudrait pas oublier
la question de base qui est, dans la science logistique, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut inventer ou qu'est-ce que l'on peut faire de nouveau qui va nous aider et qui n'est pas simplement de prendre quelque chose importé d'un champ connexe, très utile par ailleurs, mais importé d'un champ connexe, l'optimisation, l'aide à la décision, etc., qui quelque part serait pris comme pas un paravent, mais comme une manière de dire, ben voilà, j'ai traité le sujet. Or, la science de la logistique, c'est pas tout à fait ça. La science de la logistique, c'est sur quel fondement j'organise mes réseaux, sur quel fondement, sur quelle base je choisis de gérer mes stocks. Et ça, tous ces outils-là sont aussi plein de bonnes raisons pour ne pas se poser ces questions qui sont les questions de la science de l'organisation logistique. Comment je fais bouger les choses de A à B? Où est-ce que je les arrête? Où est-ce que je les regroupe? Tout seul, avec d'autres, etc., etc. Et ça, c'est des questions qui sont plus fondamentales, dont, à mon sens, on ne fera pas l'économie dans la perspective d'une transition énergétique, d'une transition vers un développement plus durable, d'une transition vers quelque chose de plus soutenable aussi en termes de développement des compétences, développement humain, aspects sociaux, etc. etc. Donc, je n'ai rien à redire, hein. Tout ce qui a été dit est très bien, mais ça va aussi dans l'explication de est-ce que ça répond réellement à l'ensemble des attentes ou pas, etc. Et donc, je pense que c'est important de revenir à ces questionnements et donc à continuer à développer des connaissances. Et donc, et je vous rassure, en parallèle, la recherche continue à avancer, évidemment. Mais pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, l'automatisation d'un raisonnement, enfin là c'est ce qu'on propose, on automatise des raisonnements, encore faut-il avoir le raisonnement. Encore ça réunit un petit peu toutes vos activités. Enfin, encore faut-il, que des raisonnements soient stabilisés, donc pour pouvoir stabiliser les questions. Et quand on est dans une période d'innovation importante où on est face à des inconnus, si vous savez comment on va complètement décarboner la supply chain, c'est très bien et je pense que vous avez un avenir radieux, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on sache exactement l'ensemble des solutions à mettre ensemble pour y arriver. Donc il y a des questions qui sont d'une nature un peu différente et qu'il va falloir traiter aussi. Alors, si vous n'avez rien à compléter, je me tourne vers la salle et savoir s'il y a des questions. Ou est-ce que tout a été dit? Ou sinon, il y a trop de questions pour en poser une aujourd'hui. Bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous les trois. Moi, j'ai un petit peu mieux compris, déjà. Moi, je ne suis toujours pas une spécialiste, mais j'ai un peu mieux compris. Donc, merci beaucoup. Et merci à tous et bon salon. Bonne 3e journée de salon. Merci. Merci.